Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à notre rendez-vous de presse quotidien en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 octobre. Nous avons quelques annonces à vous faire avant de passer à vos questions. Je passe d'abord la parole à Stéphane qui est connecté pour une annonce sur un nouvel accord conclu par la Commission pour acheter les futures doses de vaccins et un nouveau contrat signé pour la fourniture de Remdesivir, traitement contre le Covid-19. Stéphane. Merci Eric. Bonjour tout le monde. My first announcement is about Remdesivir indeed, and I think I could summarize that announcement in 3 words: Remdesivir, contract, and 500,000 patients. Let me explain that in a few words. The Commission has signed a joint procurement framework with the company Gilead for the supply of Veklury, which is the brand name of Remdesivir, to treat up to 500,000 patients. Veklury is at this stage the only medicine with a conditional marketing authorization in the EU for the treatment of COVID-19 patients needing oxygen supplies. 36 countries will participate in this joint procurement, including all EU countries, the UK, Norway, Iceland, and 6 candidate countries and potential candidates. All these countries can now place their orders to procure Veklury directly. I would like to remind you that the signature of this contract follows an earlier contract the Commission had concluded with Gilead, which secured treatment for almost 34,000 patients. This was a contract that was funded by the Emergency Support Instrument. But now we have a new framework contract which will help us to treat up to 500,000 patients for the next 6 months. A press release is available, as you may have already seen, for further details. That's the first announcement I had to make. The second is about the fact that the Commission has approved a third contract today with a pharmaceutical company, Johnson & Johnson, which will allow member states to purchase vaccines for 200 million people. They will also have the possibility to purchase vaccines for an additional 200 million people should the need arise. This vaccine candidate is already in phase 3 of clinical trials. And I remind you that the signature of these contracts follows the signature of similar contracts with AstraZeneca and with Sanofi GSK, and that we are currently working on negotiations with CureVac, BioNTech, Pfizer, and Moderna. We continue to finalize our agreements with these other companies, and we remain committed to ensure that we have a broad and diversified portfolio of vaccine candidates. Again, more news on our daily news. Thank you. Merci beaucoup Stéphane. Puis j'attire votre attention sur la vidéoconférence des ministres de l'Intérieur qui est en cours, avec la participation du vice-président Margaritis Schinas et de la commissaire Ylva Johansson. Ils y présentent le nouveau pacte sur la migration et l'asile et vont débattre de la voie à suivre avec les ministres de l'Intérieur. Ils aborderont ensuite les partenariats en matière de migration avec les pays tiers, en particulier avec les partenaires d'Afrique du Nord et des Balkans occidentaux. Une conférence de presse avec la commissaire Johansson aura lieu vers 16h et sera diffusée en direct sur EBS. Je vous invite donc à adresser vos questions sur ces sujets aux participants à cette conférence de presse et à la commissaire en particulier. Finally, we have learned about the passing of our colleague at Reuters, Peter Maushagen, due to illness. We would like to extend our condolences to his family, his friends, and his colleagues. Today is a sad day for all of us. We are now ready for your questions. Thank you. Alors, je commence avec Odile. Oui, bonjour. Ça va, vous m'entendez? Vu l'importance des questions d'eau pour le monde entier, soit il y en a trop ou soit il n'y en a pas assez, je voudrais savoir si les services de la Commission vont être impliqués dans le sommet à Singapour.
On le sait, Singapour est très avancé sur les traitements de l'eau et du point de vue géopolitique, ils sont aussi en contact avec l'Arabie Saoudite. Et pour eux, c'est aussi une façon d'essayer d'entrer les marchés africains. Merci. Merci, Odile. Je ne suis pas tout à fait sûr à qui s'adresse ta question. Peut-être à Viviane ou à Anna. Viviane. Bonjour Odile, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, tout ce qui concerne la sécurité et la qualité des eaux que nous utilisons autant que c'est ce que nous voyons dans le monde entier, c'est quelque chose qui est très important dans notre travail en ce qui concerne l'accord vert. Et quand nous regardons le travail que nous faisons et plus précisément sur la qualité d'eau, dans l'accord vert, nous avons annoncé notre ambition de zéro pollution, de ne pas avoir de pollution en ce qui concerne la qualité des eaux y inclus en Europe. Et nos efforts sont fortement concentrés sur ça, comment avoir l'usage de l'eau plus efficace et plus sécurisé, et autant qu'avoir la situation avec l'accessibilité d'eau dans les pays membres qui soit garantie. En ce qui concerne la conférence à Singapour, sur laquelle vous avez fait référence, on va vérifier nos positions sur ça exactement et on va revenir vers toi. Merci. Merci beaucoup, Viviane. Je rajouterai, Odile, que le problème est maintenant souvent qu'il y a d'abord pas assez d'eau et ensuite trop d'eau, comme nous l'avons vu malheureusement avec les événements dans le Piémont et dans les Alpes-Maritimes, ou l'inverse, et qu'effectivement, il est important que nous travaillions tous afin d'essayer de lutter aussi contre le changement climatique dans ce contexte. Je vois que tu as une question de suivi, Odile. Oui, follow-up. En regardant ce que fait Singapour, je vois effectivement qu'ils sont très avancés concernant des panneaux solaires flottants sur des réservoirs et des étangs, etc. Et donc, la conjonction des problèmes d'eau et également la promotion des panneaux solaires, ça semble assez intéressant si on ne veut pas dépendre davantage de fossil fuel et afin de réduire les émissions de carbone. Hein. Et donc cet aspect-là aussi, je trouve, m'a semblé intéressant. Et voilà, je ne sais pas ce que vous allez couvrir ça aussi. Odile, merci. Je ne suis pas sûr, je pense que tu as fait plutôt un commentaire qu'une question. Comme tu le sais, la Commission travaille sur tous les fronts en ce qui concerne la question du changement climatique, la question de l'environnement en général et en particulier aussi les questions d'énergie renouvelable. Et tu as tout à fait raison de dire que ces questions sont souvent liées entre elles, ont des impacts les unes sur les autres et que donc il faut essayer de chercher des solutions qui tiennent compte de l'ensemble de ces dimensions et des possibilités. Et c'est effectivement le sens de l'action de la Commission européenne dans ce domaine. Voilà, je voudrais voir s'il y a d'autres questions sur l'environnement pour Viviane aujourd'hui. Donc, merci de ne garder votre main levée que si c'est le cas. Mose, is your question on the environment? No. Okay. I see no further questions on this, so I will move to Cataline. Cataline, you have the floor. Yes, thank you, Eric. I have two questions about two letters.
The first one is the letter of the President von der Leyen. I'm wondering whether she replied to the letter of Prime Minister Orban, where he called on Vice President Jourova to resign, and if the President plans to make the letter public, as Prime Minister Orban published his letter. The other letter is what the European Commission sent to the Hungarian authorities concerning the Lex NGO, asking the Hungarian government to implement the decision of the European Court of Justice immediately. My question is whether the Commission has received a reply from the Hungarian government. Thank you very much. Thank you. I will call Christian to the podium for your second question. On the first question, I can tell you that we will answer, the President will answer the letter from Prime Minister Orban in due course. Whether we will make it public or not, I cannot tell you at this stage, but an answer will definitely be sent in due course. Christian, on the second point. Yes, thank you, Katalin. On the case of the NGO law that you mentioned, indeed, the Commission has sent a letter to the Hungarian authorities on 7 September and asked for clarifications regarding the steps taken to implement the judgment by the end of September. We have not received a reply on this letter yet, and the Commission will, of course, take the necessary action, if appropriate, on this. Thank you, Christian. Are there other questions on rule of law issues for Christian today? Please keep your hand raised if it is the case. Quentin, tu as demandé la parole sur ce sujet. Oui, en effet. Merci, Eric. Tu m'entends? Absolument, vas-y. Absolument, vas-y. Super, merci beaucoup. Oui, alors ma question, elle est liée à l'arrêt de la Cour sur la Central European University qui est de mardi. Le gouvernement hongrois, par son porte-parole par a indiqué qu'il ne semblait pas trop prêt à changer la loi hongroise de l'enseignement supérieur par rapport à l'arrêt. J'aurais voulu savoir aussi, est-ce que la Commission a déjà envoyé une lettre pour que le gouvernement hongrois puisse changer cette loi-là, ou alors après, est-ce que la Commission pose aussi la question d'ouvrir une procédure d'infraction sur la Hongrie si elle continue à ne pas respecter les jugements de la Cour? Merci. Quentin, peut-être que simplement un point de méthode, la Commission n'a pas besoin d'envoyer une lettre à un État membre pour que celui-ci se mette en conformité avec un arrêt de la Cour de justice. Par principe, à partir du moment où la Cour de justice a rendu un avis, rendu un verdict sur une question particulière, il revient à l'État membre de s'y conformer sans que nous n'ayons besoin, d'envoyer un quelconque courrier. Deuxièmement, comme tu le sais, nous n'allons pas commencer à commenter sur des déclarations des uns et des autres sur ce qui peut être ou ne peut pas être fait. Il revient aux autorités hongroises de se conformer à cet arrêt de la Cour de justice. Et bien entendu, nous suivrons attentivement les développements en Hongrie sur ce sujet pour décider si, à un moment ou à un autre, il faut que nous entreprenions des pas quelconques. Mais on n'en est vraiment pas du tout là. L'arrêt vient d'être rendu et il revient aux autorités hongroises de prendre les mesures nécessaires. Je fais le travail de Christian, mais voilà. Ok, y a-t-il d'autres questions pour Christian sur l'état de droit aujourd'hui? David. Non, oui. Oui, merci Eric. Oui, pardon. Merci, et c'est un follow-up à la question de Quentin, parce que en effet, on l'a vu avec presque tous les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne envers l'Hongrie. L'Hongrie, la tactique de M. Orban, c'est assez clair. C'est
entre guillemets, aller plus vite de la justice et de la Commission européenne. Donc, souvent, il n'a pas respecté les jugements. Et vous avez une possibilité, c'est-à-dire demander des sanctions financières à la Cour de justice si les arrêts en cas de procédure d'infraction ne sont pas respectés. Donc, je me demande par rapport au passé, combien de fois vous avez présenté des recours devant la Cour de justice pour demander des sanctions financières envers l'Hongrie? Merci. C'est un peu question pour un champion, Christian. Tu demandes des statistiques précises. Je ne suis pas sûr que Christian puisse te les donner. Merci David. Je n'ai pas une statistique comme ça avec moi. On peut bien sûr vérifier, mais il y a beaucoup de cas d'infraction avec tous les États membres. Alors, je n'ai pas une statistique sur ça sur moi. What I can add, maybe to clarify once more, the decisions of the Court of Justice of the European Union are binding. So the member state concerned by the judgment, first of all, is under an obligation to take prompt measures to comply with it. The Commission will, as Eric said, closely monitor the implementation of the ruling for the Hungarian authorities and take action if needed. Merci Christian. Y a-t-il d'autres questions sur l'état de droit pour Christian aujourd'hui? Et je vois qu'un autre Christian demande la parole, Christian Spielmann. Christian, vas-y. Bah oui, c'était un petit peu un suivi. Ma question, elle est bête, mais on se demande effectivement si les décisions de la Cour européenne de justice sont battues en brèche par les États membres qui disent qu'ils n'en ont rien à faire. Quelle est leur utilité? C'est la crédibilité un peu de l'Union européenne et de son pouvoir coercitif. Il va falloir à un moment ou à un autre forcer M. Orban à respecter les décisions comme on force tous les autres États membres. Donc ma question, elle est plutôt générale. C'est est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, que vous avez les moyens de faire respecter les décisions de la Cour européenne de justice? Je pense que c'est un petit peu, si je veux me faire l'interprète, la question de David. Ou sinon, alors, c'est un petit peu beaucoup de blabla, quoi. C'est ça dont j'ai peur, et j'ai un peu peur que ce soit la manière dont tout ça est reçu par l'opinion publique qui dit, bon, oui, d'accord, ok, la Cour européenne de justice rend des arrêts, mais finalement, personne ne les respecte. À quoi ça sert tout ça? Et on voit ce que ça donne au Royaume-Uni. Merci. Christian, merci pour ta question. Bien sûr, on a les moyens d'assurer ça. Je pense David a mentionné, il y a cette possibilité d'introduire une procédure d'infraction sous l'article 262 de TFEU qui, dans les cas où un État membre ne respecte pas un jugement de la Cour, peut être obligé de payer les sanctions. Alors, on a les moyens, mais dans ce stade, on a juste eu le jugement de la Cour cette semaine. Ce n'est pas pour nous de spéculer à ce stade si la Commission pourrait faire dans ce cas concret, mais on est prêt de suivre ça très, très prochement. Proche. Pardon. Merci Christian. Y a-t-il d'autres questions sur l'état de droit? Je vois que Catherine, hello, you have a question on this. Hi, my question, Christian, is: why didn't the Commission also introduce interim measures? Because, as we see, as already been pointed out, the European Commission starts a procedure. By the time the judgment is made, it's too late. Judges have retired, or the university has left Budapest. So, you clearly need some sort of interim measure to prevent rogue governments who are, determined to ignore their responsibilities
So will you be using these more in future, like you have or tried to do with Poland? Question. Yes, you're right. We have made use of this availability in 2 Polish cases. In the case concerning the higher education law of Hungary, the Commission had actually requested the court to treat this case with priority, which is a request that the court has also granted. Having said that, it is not for the Commission to assess the timing then of judgments by the court. However, what is clear is that the judgment provides an important clarification also for all university about the legality of the operations in Hungary as well as in other member states. Follow-up, Catherine. Sorry. You say it's not your position to comment on the timing of the judgment, but we know that this timing was way too late. The horse had already bolted. So, I mean, what can you do in that instance? Can you introduce interim measures? And you know, did you fail to do that in this instance? Catherine, I've just given you the reply to that. So, as I said, on the request of the Commission, the court had decided to treat this case with priority. This is what we have done in this case. It's at the discretion of the Commission, indeed, to decide on how exactly to handle the case and which requests to put to the court. And in this case, the request was to treat the case with priority, which has also been granted. Thank you. Do we have other questions on rule of law issues? I see that Sandor has his hand raised. Sandor. Go ahead. Hello. Yesterday, Prime Minister Orbán said that Vice President Vera Jourova is not representing anymore the European peoples. She just represents George Soros, and he also added that Brussels and the Commission wants to topple his government to help leftist forces to be in government position in Hungary. I wonder if you are willing to comment on this statement. Thank you, Sandor. Well, you know, we never comment on statements. You know that the President has expressed her full support to Vice President Jourova. I think this is extremely important to remember. And I mean, seriously, everybody knows that the European Commission is a serious organization that works in the European interest. It works under the supervision of the Court of Justice, by the way, and its decisions, therefore, are subject to legal review. So any sort of bias that people think we might have is, in any case, something that is subject to review. So we're very comfortable with the work that the European Commission does, and I would leave it at that. Okay. Are there other questions on the issue of rule of law? That does not seem to be the case. I know that Verena had been asking for the floor, and I see that she has her hand raised. So Verena, we go to you for the moment. Thank you, Christian. Yes, thank you for the question. I'm Verena with the German Press Agency. I have a follow-up on the vaccine contract, and the new one. Stefan said specifically that it was for 200 million people, and I was wondering if that means that it's a one-dose vaccine. Maybe you could clarify that. And if at all possible, maybe you could also update on when to expect the first delivery of these vaccines that you've bought so far. Maybe there is a timeline for the authorization procedure that you could share with us. Thank you very much. Thank you, Verena. I pass the floor to Stefan. Thank you very much, Verena. Do you hear me to start with? Okay, very good.
Yes, indeed. In our announcement, we referred to 200 million patients. We're indeed talking about patients here. My understanding is it's one dose per patient, which explains why we're talking about 200 million patients. As far as the delivery of the other vaccines is concerned, well, we are working very hard to make sure that we have a safe and high-quality vaccine as soon as possible. But as you know, the development is ongoing. Clinical trials are ongoing. The market authorizations are still required if the companies have developed a solid vaccine candidate. So it's a bit difficult at this stage to say at what moment vaccines will be ready. We're trying, all of us, to make sure that we have vaccines, safe vaccines, high-quality vaccines as soon as possible. But what is very important is that the safety of European citizens is ensured. So I cannot say more at this stage, I'm afraid. Thank you. Thank you, Stefan. Are there other questions for Stefan on vaccine or other health-related issues? Victor, you have your hand raised. Thank you very much. Hello. It's on Remdesivir. Actually, Stefan, you have said that member states can now place their orders directly with Gilead Sciences, but I was wondering if you can tell us a little bit more about the mechanism for fair distribution among member states, because if I understand correctly, there is some system to distribute fairly. Can you tell us a little bit more about the criteria, or is it some kind of national quota, or how does it actually look like? And secondly, as you might know, Czechia is now the country with the highest rate of new cases of coronavirus. So I was wondering if you could confirm that this new contract will ensure that there will be enough doses for Czechia, because there are currently for some time shortages of Remdesivir. Thank you very much. Thank you very much, Victor. There's quite a few questions. Let me take them one by one. The first thing I would like to say with regard to the allocation between member states, it's difficult to give us precise allocation per member state at this stage. What we should not remember here is that the epidemiological situation in the member states evolves, and that the needs for treatments of Remdesivir, for instance, also evolves, which is why we have a joint procurement contract which reserves doses for 500,000 patients for the next 6 months to cover the needs in the next 6 months. It is true that now the member states can place their orders and agree then with the company on the number of doses and the delivery of these doses. It is very important that we make sure that those that need doses most have early and quick access to these doses. If demand of these doses turns out to be higher than the supply, then we will use an allocation key on the basis of work done by the ECDC, which will also be discussed, by the way, with the member states in the context of the Health Security Committee, to make sure that those countries that need the doses most have easy access to these doses. I would like to remind you also of the fact that I announced yesterday that we had concluded an addendum to the previous contract with Gilead, the purpose of which was exactly to help those member states which are seeing potential shortages with this treatment. So we're trying to make sure that everyone is covered and the needs of the different member states are covered here. Thank you. Thank you, Stefan. Are there other questions for Stefan on health-related issues? No. So I go back to Athanasios, who had been asking for the floor. Athanasios. Thanks very much. Bonjour. I have two questions, actually, but they're totally unrelated. I'll start with the first one. Today, Turkey issued a navigational telex for live fire exercises, naval exercises, south of the island of Skiros. That's in the middle of the Aegean. That's another thing in a series of events and actions over the last couple of days following Varosha. Secondly, yesterday, the High Representative said that the EU27 would have issued by today some kind of
secondary joint statement on the situation in Varosha, but we didn't see something. What happened there? And I'll come back for the second question later. Thanks. If I can say, if your second question is not related to foreign affairs, then perhaps we will take it at a later point in time, but we take good note. Peter. Thank you, Athanasios. Good afternoon. On the statement, I think everything what the EU wanted to say was said in the statement by High Representative on Monday evening, or was it Tuesday? On Tuesday evening, which was already issued. So no need for another statement at this stage because the position of the EU is very clear. Also, the position of the UN is very clear on Varosha. So everything what we wanted to say was said already very clearly. And on your first question regarding the new NAVTEX, again, without commenting on every single move and every single decision or announcement, the EU member states are watching. They are watching very closely the developments in the Eastern Mediterranean and the actions undertaken by Turkey. And the EU member states were very clear in the conclusions decided and adopted by the leaders of EU member states and EU institutions what we as the EU expect when it comes to de-escalation in the Eastern Mediterranean and creating conditions to engage in a constructive and positive dialogue. So the EU member states are watching, evaluating, and they will be taking appropriate decisions. Thank you. Are there other questions for Peter on the situation in the Eastern Mediterranean? I know, Lorenzo, that your question is on something else, so we will come back to you later. Mose, you have a question on this issue. Yes, thank you, Eric. I have also a question to Eric, and it's related to the Israeli-Palestinian conflict. The question is the following one. As you know, the Palestinian Authority is currently refusing to receive transfers of taxes from Israel. In fact, Israel is collecting those taxes on behalf of the Palestinian Authority, and this refusal has aggravated, I think, the economic crisis on the West Bank. Now we heard reports in media in the beginning of this week that High Representative Borrell has talked to the Palestinian President Mahmoud Abbas about this. And according to the reports, he made, let's say, that the payment of European or EU financial assistance to authority conditional on the authority accepting those tax transfers from Israel. So I would like to ask Peter if you could clarify EU's position on this. And further also, what do you think, what can EU do in order, let's say, to help both sides to try to resolve this economic and quite urgent issue? Thank you. So that was not at all a question on the, well, it is the Eastern Mediterranean, but in the very, very wide sense of the words. But Peter, go ahead. Indeed, thank you very much. Thank you, Mose. Yes, it's a fact that the High Representative was having a phone conversation with Palestinian President Mahmoud Abbas last week. We issued also a press release about this conversation. And we noted that there are some reports which are quite misleading and are mixing up the facts and trying to interpret the conversation in a way which it didn't flow. And the misinterpretation is usually done by those who were actually not part of the conversation. So let me clarify some facts. So first of all, there was no ultimatum given to the Palestinian counterpart. We are not in the business of giving ultimatums. That's one thing. Second thing, there is absolutely no change in the position of the European Union when it comes to our cooperation and assistance given to Palestinian people and to Palestinian Authority. The EU and the member states of the European Union are and continue to be the largest donor, international financial supporter to the Palestinians. We are a firm supporter of the Palestinian Authority, and the EU, together with other international partners in the conversation and in our contacts and outreach with our Palestinian partners, are encouraging them. So it's not a one-off event, but we are encouraging them regularly to again accept the transfers of their own
tax revenues because this is their own money. But this is where it stops. We are encouraging them to do it, but there is absolutely no suggestion, and there has absolutely not been a suggestion to cut or suspend any EU funding for the Palestinian Authority in relation to this issue. And the second part of your question, what the EU can do to help both sides to solve the complicated economic issue. I mean, engagement is the only answer. We are engaging with both sides, specifically now because you mentioned that the situation in the West Bank is very difficult, both due to the economic situation and also to the corona crisis. So we are trying to do our best with our different programs and support. And this was also discussed in detail between the President Abbas and High Representative Borrell. Thank you, Peter. Griselda, I know you have a question on Venezuela, so we will start with that. Griselda, tu as la parole. Merci beaucoup, je suis désolée du retard. Hier, au Parlement européen, le Parti populaire a dénoncé qu'il y avait eu une réunion entre l'ambassadrice européenne à Venezuela et un représentant du gouvernement de Maduro qui est dans la liste des sanctions européennes. Moi, j'aimerais savoir si c'est exact, si c'est vrai, et s'il y a des exceptions dans des cas diplomatiques pour pouvoir avoir des relations avec des personnes qui sont sanctionnées. Merci. Gracias, Griselda. Merci. Sur Venezuela, je pense que tout était dit dans la discussion du Parlement européen hier. Explications étant données aux représentants étant très, très claires sur notre contact, notre dialogue, et notre coopération avec les partenaires à Venezuela. Donc, on a clarifié tous les aspects et je pense que c'était satisfaisant pour les membres du Parlement européen. Sur les rencontres, je ne suis pas sûr, je vais vérifier si en fait la rencontre a lieu entre la représentatrice ou la chef de notre délégation à Venezuela. Mais en général, le fait qu'une personne est dans la liste des sanctions européennes ne signifie pas que nous n'avons pas de contact. Ce n'est pas une prohibition de parler avec la personne. Normalement, les sanctions sont sur le travel ban et asset freeze. Ça veut dire la prohibition de voyager, donc ces personnes ne peuvent pas visiter les pays de l'Union européenne, et c'est le gel des fonds, des fonds et des ressources financières. Donc ce n'est pas sur la conversation et ce n'est pas sur le dialogue, mais je vais vérifier si en fait notre ambassadrice a parlé avec cette personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter. Restons sur le thème des relations extérieures. Christian, je vois que tu as une question pour Peter. Oui, je suis très curieux de savoir, Monsieur Borrell, hier devant le Parlement européen, a donc effectivement reconnu l'échec de la tentative de l'Union européenne de faire reporter l'élection législative au Venezuela. Et je voudrais comprendre qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence. Si l'élection a lieu le 6 décembre, comme c'est prévu, est-ce que l'Union européenne va reconnaître les résultats de cette élection, ou est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus personne, on ne reconnaîtra plus rien au Venezuela? Merci. Merci Christian. Je ne voudrais pas spéculer sur le futur qui pourra être dans l'agenda des discussions européennes, comment nous allons réagir si les élections sont réalisées ou non. Mais ce qui est très important, c'est continuer tous les efforts pour trouver une solution de la crise au Venezuela. On a discuté très, très profondément hier dans le Parlement européen. Le haut représentant a expliqué nos positions et nos expectations que nous voulons et nous allons faire pour contribuer à une solution. Ça veut dire avancer le dialogue si c'est possible. Donc, c'est une chose que nous faisons toujours et on verra s'il y aura l'élection sur les dates comme annoncé par le régime ou non, et on va réagir sur la situation dans un temps réel. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour Peter sur les relations extérieures?
Je n'en vois pas, donc je passe la parole maintenant à Lorenzo, qui demandait la parole depuis un certain temps sur la loi climatique, la résolution du Parlement européen d'hier. Lorenzo, tu as la parole. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Allô? Vas-y, Lorenzo. Alors, le Parlement européen, comme vous savez, a approuvé cette résolution concernant la loi sur le climat et qui demande beaucoup de choses à changer par rapport à la proposition de la Commission, aux propositions de la Commission. En particulier, il y a la question de la réduction des émissions en 2030 qui est relevée à 60% au lieu de 55% comme la Commission l'avait demandé, proposé. Et il y a la question de la méthode pour suivre les réductions des émissions. Le Parlement demande carrément de changer de méthode et d'utiliser le carbon budget, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire de regarder combien d'émissions doivent être réduites pour arriver à l'objectif plutôt que de donner des objectifs fixes de réduction par période. Et il y a aussi la question de l'élimination des subventions aux énergies fossiles. Le Parlement demande carrément que ça soit fait pour le 2025. La Commission a l'intention de proposer quelque chose là mais il n'y a pas de date. Et donc, l'autre chose importante, c'est la question de la neutralité carbonique à rejoindre dans tous les États membres pour chaque pays, donc pas seulement au niveau complexif européen. Est-ce que la Commission, qu'est-ce que la Commission pense de cette résolution? Est-ce qu'il y a là un espace de négociation sur tous ces objectifs différents par rapport aux propositions de la Commission? Merci. Merci beaucoup, Lorenzo. Je passe la parole à Tim. Bonjour Lorenzo, merci pour les questions. C'était posé en français, non? Oui, je réponds en français. Vous avez posé beaucoup de questions techniques, mais je n'ai pas beaucoup de réponses à donner parce que forcément, on va rentrer dans des trilogues, des négociations. Comme vous avez sans doute vu, le premier vice-président, le vice-président exécutif, M. Timmermans, était au Parlement mardi après-midi. Il a parlé aux députés au début et à la fin du débat. Il a répondu à plusieurs de vos questions. Mais je crois que le message le plus important qu'il a donné, qu'il a aussi encore donné avec un tweet ce matin, c'est que nous sommes contents de voir la position adoptée par le Parlement parce que ça nous amène à la prochaine étape dans les discussions. Nous attendons maintenant la position du Conseil. Et puis, on va rentrer, comme j'ai dit, dans les négociations. Et comme M. Timmermans a dit, la Commission va être le honest broker dans ces discussions entre les deux institutions. Merci beaucoup, Tim. Je crois le Parlement européen est dans son rôle. Il est clair qu'il est rare qu'une des autres institutions qui composent le corps législatif de l'Union européenne adopte une position qui soit identique à la proposition de la Commission. Ça n'est pas surprenant en soi et effectivement, il est donc normal qu'ensuite s'engagent des négociations dans le cadre du trilogue pour arriver à un résultat consensuel et nous espérons véritablement que ce sera le cas sur ce sujet qui est absolument essentiel pour nous tous. Merci. Je reviens maintenant à... Pardon, d'abord, y a-t-il d'autres questions pour Tim sur ce sujet? Je vois que Mathieu a levé sa main. Mathieu, si c'est sur ce sujet, vas-y. Ah, d'accord, on reviendra vers toi ultérieurement. Je ne vois pas d'autres mains levées sur ce sujet. Donc, je reviens à Griselda qui avait une question sur le Covid. Donc, nous allons terminer sur ce sujet. Puis, nous repasserons à Athanasios qui avait une question et enfin à Mathieu. Griselda.
si tu es encore avec nous. Hop là, merci. Oui, je suis là. Merci beaucoup, hein. Écoutez, à Madrid, il y a eu une décision d'un tribunal qui a interdit l'interdiction de sortir de la ville, donc la fermeture de la ville, au nom des droits fondamentaux, dont du droit à la mobilité. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que une décision de ce genre peut introduire des changements dans les stratégies européennes de santé par rapport au Covid? Je n'avais pas une réponse sur la décision du tribunal espagnol, bien sûr, mais disons, est-ce que les droits fondamentaux, si la justice en saisit, peut empêcher vraiment, disons, la voie de la stratégie dans laquelle il paraissait qu'on était à ce moment-là à niveau européen? Gisela, je pense que la question que tu poses est une question à laquelle il est difficile pour nous de réagir là, de but en blanc, sur le podium. Il est clair qu'il y a des responsabilités qui sont clairement au niveau des États membres en ce qui concerne les mesures à prendre en termes de sécurité de la santé, en termes de protection pardon, de la santé. Tu sais que la Commission européenne a adopté depuis ce printemps toute une série de propositions qui sont adressées aux États membres sur comment coordonner leur action dans ce domaine. Nous avons à l'heure actuelle une discussion qui est en cours sur une proposition de recommandation du Conseil qui a été faite par la Commission récemment sur justement certains de ces aspects. Évidemment, ce sont la définition des stratégies pour protéger la santé et pour sortir de cette situation de crise dans laquelle nous trouvons sont complexes, et la Commission est toujours en train de regarder l'ensemble des éléments qui doivent être pris en compte afin de définir des stratégies qui soient efficaces. Mais je ne voudrais pas aujourd'hui que nous réagissions sur base d'une décision de justice et sur base d'un seul élément. Je vois que tu as encore ta main levée. Follow-up? Merci beaucoup. Mais est-ce que je me trompe si vous demandez aux États membres que dans la mesure du possible, ils ne prennent pas de décisions qui entravent la mobilité, mais vous ne considérez pas les entraves à la mobilité comme un problème face aux droits fondamentaux au niveau de la Commission, non? Alors, en ce qui concerne, si c'est en lien avec la question des droits fondamentaux et le lien entre liberté de mouvement et droits fondamentaux, il faudrait que je passe la question à Christiane pour te donner une réponse plus précise. Alors, concernant la libre circulation, tu sais que c'est un droit vraiment. En fait, en Europe, c'est réglé dans les traités et aussi le Free Movement Directive. Mais c'est aussi clair et on a clarifié ça déjà dans notre proposition de recommandation et quelques guidelines que la Commission a données, que dans le cas d'une public health emergency, il peut être les États membres peuvent prendre des mesures de restriction dans ce contexte. Et notre proposition que Eric a mentionnée et qui est discutée à ce moment-là entre les États membres est exactement dans ce contexte, parce que c'est important pour la Commission de ne pas restricter la libre circulation si ce n'est pas absolument nécessaire. Et ça, si on fait ça, c'est important de le faire d'une manière proportionnée et non discriminatoire. Exactement.
Et je rajouterais, Griselda, que au niveau européen, lorsque nous parlons de libre circulation, nous nous référons généralement à la libre circulation entre les États membres, bien entendu, puisque c'est ça la compétence de la Commission européenne. Il y a bien entendu, et ça s'applique, je crois, de manière générale partout et en tout temps dans nos démocraties, une hiérarchie des normes, une hiérarchie des principes juridiques qu'il revient aux États membres de respecter. En ce qui nous concerne, nous nous sommes concentrés justement sur la libre circulation entre les États membres et le fait de respecter dans ce qui concerne cette dimension-là les principes de liberté de circulation, de non-discrimination que Christian a évoqués précédemment. Voilà, y a-t-il d'autres questions sur ce sujet ? Je vois que David, tu as une question de suivi. Oui, merci Eric. C'est à propos de la proposition de recommandation sur les restrictions à la liberté des mouvements que vous avez mentionné et qui est en discussion au Conseil. Et le décret qui a été adopté hier par le gouvernement italien qui impose des restrictions aux voyageurs qui arrivent de France, Belgique, Pays-Bas, République tchèque, etc. Je me demandais si vous pensez que c'est une bonne idée d'adopter un décret de ce type avant un accord au niveau européen, ou si c'était mieux attendre la recommandation. Et deuxième élément, il y a aussi un problème, un des mesures qui est prévu, c'est un test 72 ou 72 heures avant l'arrivée en Italie, donc le voyage. Mais dans un pays comme la Belgique, les tests, souvent pour avoir les résultats, il faut 72 heures. Donc, de fait, on est dans une condition où c'est un peu impossible de présenter ce test. Donc voilà, comment régler ces problèmes réels pour les gens qui doivent voyager. Merci. Merci David. Peut-être sur la question de la mesure italienne, est-ce que c'est une bonne idée ou non? Nous, ce qu'on pense, c'est que ce qui est clairement une bonne idée, c'est que les États membres se mettent rapidement d'accord sur la proposition qui a été faite par la Commission, et c'est là-dessus que nous nous concentrons. Sur la deuxième question, je passe la parole à Christian. Oui, alors c'est une des choses qui est en discussion et qui est part de notre recommandation d'avoir une coordination meilleure entre les États membres quant aux mesures de quarantaine et des tests. Et je dois te demander d'attendre encore un peu pour la finalisation de ces négociations. Alors, comme Eric vient de dire, pour nous, c'est qu'il est important qu'on trouve un accord rapidement, et on espère aussi pour un accord concernant les tests et la quarantaine. Merci, Christian. Je ne vois pas d'autres questions sur ce sujet, sauf si la question d'Athanasios porte là-dessus, mais de toute façon, nous passons à toi. Athanasios, you have the floor. And it's on the same issue, actually, but I will attack it from another angle, because meanwhile, people are losing their money. You go for a test of 72 hours, then you go to the airport, you don't have the test results, or you receive the test results 5 minutes after the gate closes, and you lose your plane. You lose your ticket. You cannot be refunded for that, especially with some Greek airlines that go to Greece from Belgium, from here in Brussels. They refuse boarding in the flight without the test results. These people will not be refunded under the current regulation. What happens to their tickets? You know, people, consumers, European citizens lost their tickets last year with the vouchers situation. It was very hard to get your money back. I still have 3 personally that I did not receive any money from. And now we have this case
when it's a gamble whether you will get into the plane or not. So leaving aside the restriction of movement angle, what's going to happen from the consumer perspective, the one who buys a ticket and is refused boarding into the plane? Thanks. Go ahead. Okay, now it works. Well, thank you, Athanasios, for this very concrete illustration of why it is important to have better coordination on the travel restrictions measures, on the testing and quarantine requirements. This is exactly why the Commission has come forward with this recommendation on the 4th of September, and why we've been pushing for better coordination for months before that already. So, as I said, we are working on this with the member states and hoping for a swift agreement. Concretely for consumers, you know that regarding the passenger rights and the issue of vouchers, the Commission has also been very active. There is a long list of ongoing infringement cases on this. I don't have the latest now with me, but we're happy to inform you about that bilaterally if you're interested. But as you know, the Commission has also been very active on this to ensure that the rights of European consumers are fully respected under the Package Travel Directive and also regarding the passenger rights. So I think that's where we are now. Athanasios, you have a follow-up. So, are they going to get their money back or not? I mean, those who are refused entry into a flight because of this lack of coordination. I don't want to call it lack of coordination. If you ask me personally, refusing the entry into a country of a country's citizen, it's a whole other legal issue that is not for here now to discuss. But still, are those people going to get their money back when there is coordination? Thanks. Well, you know, it's always difficult for us to comment on individual cases without knowing all the circumstances. But clearly, in the future, the coordination should be improved, and such issues should be avoided in the first place. Whether any specific consumer can get their money back in his specific case, that's something to clarify with the relevant national authorities. Where also there are consumer authorities there that can be contacted, and of course that is a matter then to clarify in the individual case. But on the European level, I think we have done everything to clarify the situation. And let me remind you also that even if a member state has not brought this legislation in line yet, it is nevertheless consumer has the chance before a court to get redress. So this is a basic principle, but I'm not going to comment on individual cases that I don't know in detail. Thank you, Christian. Athanasios, I think we also need to all keep in mind that we are facing an extremely fluid situation where many dimensions come into play at the same time and are constantly evolving. The health situation per se, that is to say the number of cases and therefore the severity of the measures which member states believe are required in order to protect people's health. Secondly, obviously the availability of tests, the time necessary to process those tests. All of these things are challenges which Europe collectively, all the member states, and indeed countries across the world are facing at the moment. And the legislation which you are referring to when it comes to consumer rights obviously is one dimension, but it clearly was not foreseen for this specific type of circumstance. And therefore, when it comes to assessing what is the best way forward on all of these issues, we also need to take a step back,
realize that we are facing a situation which is completely unprecedented, and that governments and the European institutions are trying to find solutions at the same time on all these different dimensions, and that it's anything but straightforward. And therefore, clearly, we have to take things one step at a time. It is important that everybody takes precautions, be it from a health point of view, be it from a travel point of view, be it from a professional point of view, so that we can all get through this together. Are there other questions for Christian on this? I do not see any, so I believe that Mathieu Bon had asked for the floor. Mathieu. Vous m'entendez? Absolument. Vas-y, Mathieu. Ok, bonjour. Une question sur le plan de relance européen, et notamment la question du préfinancement. Est-ce que l'adoption du règlement qui instaure la facilité de relance suffit pour pouvoir exécuter le préfinancement, ou est-ce qu'il faut aussi que la décision sur les ressources propres soit décidée, adoptée, ratifiée? Merci Mathieu. Je passe la parole à Balázs. Donc, en ce qui concerne le budget et le plan de relance, on a un paquet juridique complexe à adopter, dont les éléments vont suivre un piste juridique, un parcours juridique différent. Donc, les éléments les plus importants ont été présentés plusieurs fois à partir du podium. Il y a le règlement MFF, le règlement Next Generation EU, il y a aussi l'amendement de la décision sur les ressources propres. Donc, le parcours exact qu'on va suivre en termes d'adopter tous ces éléments, ça va dépendre dans une grande mesure des discussions qui ont lieu depuis la fin du mois d'août dans les cadres des réunions trilatérales qui impliquent bien sûr le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission. Et ce que je peux ajouter du côté de la Commission, c'est qu'on est prêt à faire tout ce qu'on peut pour faciliter le compromis entre les institutions, un compromis politique pour que le processus juridique puisse vraiment commencer, parce qu'il y a vraiment une urgence dans ce contexte-là. On veut faire en sorte que les fonds européens puissent être versés à partir du 1er janvier. Et voilà, il y a une vraie urgence. Donc, de notre côté, on est prêt à faire tout ce qu'on peut pour faciliter le compromis. Merci Balázs. Je crois que Mathieu a une question de suivi. Mathieu. Oui, non, ce que je comprends toujours pas, c'est justement pour avoir les fonds qui irriguent les économies dès début 2020, est-ce que pour préfinancer le plan de relance, vous avez besoin de la décision ressources propres, ou est-ce que le règlement qui instaure la facilité suffit? Je parle du préfinancement parce que tout se joue là, quoi. Mathieu, je pense que Balázs t'a donné une vision générale sur le fait qu'en fait, tous les éléments sont en partie liés et qu'il y a encore un certain nombre d'incertitudes. Mais nous allons vérifier encore une fois et revenir vers toi sur cette question. Y a-t-il d'autres questions pour Balázs sur Next Generation EU? Je vois Lorenzo, que tu as la main levée. Vas-y. Lorenzo. Vous m'entendez? Absolument, oui, vas-y. Je disais, c'est un follow-up sur la question de Mathieu. En fait, c'est une question très précise. Je sais que c'est difficile pour vous de répondre parce qu'il y a les négociations politiques en cours, mais au juste le préfinancement de 10%, quand est-ce qu'il peut vraiment être activé? Parce que c'est trop flou la question. Si on doit attendre les ratifications de la décision sur les ressources propres
Si on doit attendre les MFF, on n'aurait pas cet argent, on ne verra pas cet argent avant peut-être un an. Donc, il faudrait peut-être donner plus de clarifications sur ça. Quelles sont les conditions pour que le préfinancement puisse être activé par rapport au parcours juridique justement des différents textes qui sont encore dans la négociation. Merci. Merci Lorenzo. Je pense qu'on avait parfaitement compris la question de Mathieu et effectivement sa sensibilité. Je vais passer la parole à Martha, car en ce qui concerne le règlement RF lui-même, c'est elle qui est chef de file. Elle pourra peut-être nous apporter des éclairages supplémentaires. Martha. Oui, effectivement, merci Eric et merci pour votre question. Effectivement, je pense que la question du préfinancement se pose pour la facilité de résilience que vous avez évoquée. Et effectivement, il y a plusieurs étapes juridiques qui doivent être passées avant qu'on puisse débourser ces fonds aux États membres. Elles ont été notamment mentionnées à Balázs, mais je vais peut-être les mentionner encore une fois. Donc, on a effectivement besoin de la décision sur les ressources propres qui soit approuvée pour en fait permettre à la Commission de lever les fonds sur les marchés l'année prochaine. Donc ça, effectivement, c'est une étape nécessaire. Deuxièmement, on a effectivement aussi besoin de la base juridique de la facilité, que cette base juridique soit approuvée par les co-législateurs. Et une troisième étape que je voudrais mentionner, c'est aussi le fait que les États membres doivent soumettre à la Commission leur plan de résilience. Et ces plans doivent être également approuvés par la Commission. Et donc, toutes ces étapes nous amènent effectivement à la possibilité d'accorder 10% de préfinancement aux États membres. Et donc, effectivement, on pense à des possibles déboursements dans la première moitié de l'année 2021. Merci beaucoup, Martha. Je vois que David a une question, mais qui porte sur l'administration. David, à toi. Oui, très rapide. En vue de la situation épidémiologique à Bruxelles, est-ce que vous êtes en train de revoir vos plans? Vous êtes toujours en phase 1 ou vous allez retourner en phase 0? On est toujours dans la première phase. Et bien évidemment, on suit de très près les règles qui sont introduites au niveau national, y compris ici en Belgique. À ce moment-là, on est en train de regarder les mesures les plus récentes annoncées par les autorités belges. Et si c'est nécessaire, on va faire les ajustements nécessaires. Mais a priori, on considère que les mesures qu'on avait introduites sont déjà suffisamment strictes. Mais comme je l'ai dit, si c'est nécessaire, on ne va pas hésiter à les ajuster davantage. Voilà, merci beaucoup. Notre salle de presse est prête à vous accueillir de nouveau. Nous avons une réunion d'ailleurs avec l'API vendredi pour montrer un petit peu comment nous avons organisé les choses, mais il est clair que dans le contexte actuel, nous ne sommes pas encore en mesure de prendre une décision qui nous permettrait de réouvrir la salle de presse en ce qui concerne bien entendu simplement les opérations du service du porte-parole. Voilà, je ne vois pas d'autres questions pour nous aujourd'hui, donc nous allons en rester là et je vous souhaite bon appétit et à demain. Merci.